Journée internationale des langues maternelles célébrée ce mardi 21 février. Elle vise à promouvoir la diversité des langues. Plus de 40% de la population mondiale n'aurait pas accès à un enseignement dans une langue qu'elle parle. Quelle stratégie pour la promotion des langues nationales au Burkina Faso? C'est la grande question ce soir et vous entendrez à ce propos Gasmani Zébré, le secrétaire permanent de la promotion des langues nationales. Incendie du marché de Sankariaré, comme annoncé par la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, le tirage au sort pour l'emplacement des commerçants de la zone sinistrée a été effectif ce 21 février. Plus de 1400 hangars seront distribués aux commerçants dans 4 marchés pour une durée de 3 mois. On fait le point dans un instant. Et puis, maintien des sanctions qui pèsent sur le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Une décision de la CEDEAO jugée incompréhensible et grave par Maître Herman Yamiogo. Il estime que l'organisation devrait être solidaire des 3 pays en transition. La décision de maintien des sanctions intervient alors que les 3 pays avaient conjointement demandé le 10 février dernier la levée de ces sanctions. Précision tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière édition du jour sur Twi TV. Célébration de la Journée internationale des langues maternelles ce mardi 21 février. Plus de 40% de la population mondiale n'a pas accès à un enseignement dans une langue qu'elle parle ou qu'elle comprend mieux. Célébrer cette journée est une façon de s'engager à ce que la diversité des langues soit préservée comme un patrimoine. Le Burkina Faso compte, selon le secrétaire permanent de la promotion des langues nationales, Gasmani Zébré, 59 langues nationales. Dans cet élément de Mamidre Nakamabou, Gasmani Zébré revient sur les mesures prises par son département pour promouvoir les langues nationales. On regarde ensemble. Instituée en 2000, la Journée internationale de langue maternelle est célébrée le 21 février de chaque année. Selon Gasmani Zébré, secrétaire permanent de la promotion des langues nationales, le Burkina Faso compte à son actif 59 langues nationales. De ces 59 langues nationales, 2 sont utilisées dans l'alphabétisation et 10 autres dans l'éducation bilingue. Les 10 langues utilisées dans l'éducation bilingue, nous avons le Moré, le Djoula, le Fulfulde, le Goumarchema, le Dagara, le Bissa, le Boamou, le Nouni, le Lélé et le Kassim. Toujours selon Gasmani Zébré, un certain nombre de langues nationales, dites minoritaires, sont en voie d'extinction. Pour lui, son département est à pied d'œuvre pour limiter la disparition de ces langues nationales. Et afin de promouvoir ces langues nationales sur l'ensemble du territoire national, des mesures ont été prises, à en croire Gasmani Zébré. Nous travaillons à décrire les langues, comme je le disais tantôt, à codifier les langues, à donner à nos langues nationales des règles de grammaire, des règles d'orthographe, pour que en tout cas ces langues-là puissent être apprises un peu partout, pour que ces langues-là puissent vivre. Voilà, puisqu'une langue décrite, c'est une langue qui est réellement appelée à vivre. Mais s'il n'y a pas de document, s'il n'y a aucun document pour une langue, ça va être très difficile de valoriser cette langue. Et c'est notre travail. Nous le faisons avec les universitaires, avec les instituts. Et en tout cas, sur le terrain, le travail se passe en tout cas de façon acceptable. Pour cette édition 2023, le thème retenu par l'UNESCO est « L'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation ». Occasion pour le secrétaire permanent de la promotion des langues nationales de lancer un appel. Je voudrais simplement dire aux différentes communautés linguistiques du Burkina et à toute la population de comprendre que nos langues nationales constituent non seulement notre raison d'être, mais aussi notre avenir. Il n'y a pas d'avenir pour quelqu'un qui ignore sa culture, qui ne sait pas d'où il vient. Les langues nationales relèvent de la souveraineté nationale et il faut que le gouvernement en fasse une priorité.
Cette journée a été instituée pour célébrer la diversité linguistique et le multilinguisme comme un facteur pour enrichir les rapports entre les hommes et une éducation de qualité des enfants. Comme annoncé dans un communiqué en date du 15 février par le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, le tirage au sort pour l'emplacement des commerçants de la zone sinistrée du marché de Sankariaré a été effectif ce mardi à la Maison de la Culture Jean-Pierre Guingané. Plus de 1400 hangars seront distribués aux commerçants dans 4 marchés pour 3 mois en attendant la réhabilitation du marché de Sankariaré. On en parle avec Yassine Sawatko. Le tirage au sort pour l'emplacement des commerçants dont un incendie a ravagé leur boutique au marché Sankariaré a été effectif ce mardi. Près de 1400 hangars sont disponibles dans 4 marchés de la ville de Ouagadougou, à savoir Paspanga, Bascui, Nabiyar et Makoudougou, pour les accueillir pour 3 mois en attendant la réhabilitation de leur site parti en fumée. Même si la procédure du tirage est longue, des délégués ont été installés afin de faciliter le bon déroulement du tirage au sort, selon la directrice générale par intérim de l'Agence de développement économique urbain. Ils se sont organisés pour aider les commerçants qui ne retrouvent pas les références de leur contrat à les retrouver. Et une fois qu'ils ont retrouvé les références de leur contrat, ils se présentent à nos équipes qui sont installées au niveau de l'entrée. Et là, on vérifie l'identité et les références de l'emplacement. Et voilà, une fois que tout est correct, on donne un numéro d'ordre. Et le commerçant se présente dans la salle de tirage. Au niveau de la salle de tirage, les 4 sites identifiés, il y a les numéros des emplacements qui sont placés dans des urnes. Toujours selon les premiers responsables, le tirage se passe très bien, mais le nombre de commerçants attendus n'est pas au rendez-vous. Et la cause? Certains commerçants disent que si tu viens tirer un emplacement ici, tu n'auras plus droit à un emplacement à Sankariaré. Ce n'est pas vrai. La réhabilitation du marché sera faite à l'identique. Nous avons 1400 emplacements à Sankariaré et la réhabilitation prévoit encore 1400 emplacements. Donc chaque commerçant aura toujours sa place à la fin de la réhabilitation. Ça se déroule normalement. Alors, mais seulement il y a une inquiétude avec nos gens. Il y a d'autres qui disent que s'ils tirent, peut-être ils ne vont pas avoir leur boutique là, Sankariaré encore. Donc c'est ça qui fait que d'autres ne veulent pas venir. Mais ceux qui viennent là, bon, pour le tirage, il n'y a pas de problème. Concerné par ce tirage, Saïdi Ichoula espère faire de bonnes affaires dans son nouveau site. Bon, j'ai tiré parce que je n'avais pas le choix. Il faut tirer comme les autres. Si tu ne tires pas aussi, bon, tu peux être perdant. Voilà pourquoi j'ai tiré. Moi, nous personnellement, on avait jusqu'à 5 boutiques. Mais malheureusement, il y a un seulement qui était à notre nom. Les autres, on était en location. Donc, le nom, c'était à mon nom. Donc, j'ai tiré Bascui. Bon, tout en espérant que ça sera prospère comme de l'autre côté. La directrice générale par intérim invite les commerçants concernés par le tirage à venir. Pour elle, les emplacements dans les autres marchés ne sont que provisoires. À la fin de la réhabilitation, ces derniers pourront rejoindre leur marché, à savoir Sankariaré. Le gouvernement, à travers son département de l'économie, a procédé hier au lancement de l'opération de contrôle de présence du service fait et des éléments de rémunération des agents de la fonction publique. Une opération, dit-il, pour assainir le fichier de paie des agents de l'État tout en permettant d'honorer ses engagements en matière de saine gestion des finances publiques. Pour le secrétaire général adjoint de la CGTB, Confédération générale du travail du Burkina, c'est une mesure salutaire, mais il émet quelques inquiétudes sur l'application de la dite mesure. On l'écoute avec Alexis Belem Naba dans cet élément.
Si cette opération doit permettre de connaître l'effectif des agents de la fonction publique et ceux présents à leur poste dans une logique de bonne gouvernance, elle est salutaire. C'est du moins l'appréciation faite par le secrétaire général adjoint de la CGTB. Une opération de contrôle de présence du service fait et les éléments de rémunération des agents de la fonction publique. Mais Nicolas Ouedraogo émet des inquiétudes dans l'application de la dite opération en ce qui concerne les agents qui n'ont plus accès à leur poste du fait de l'insécurité. Et nous osions croire que ce n'est pas une mesure pour appréhender ces cas-là et appliquer des mesures qui vont aller en défaveur des travailleurs. Parce que beaucoup ont fui leur poste, pas de gaieté de cœur, mais contraints de quitter et de se réfugier à quelque part pour échapper à la furie donc des groupes armés terroristes. Et il paraît important de tenir compte de cette situation des travailleurs. Et non seulement faire le recensement, c'est normal, pouvoir détecter des postes qui sont censés être des postes fictifs. Nicolas Ouedraogo estime par ailleurs que cette opération pourrait être une niche fiscale si le gouvernement réussissait sa mise en œuvre, ce qui pourrait permettre de démasquer les agents fictifs et de mobiliser des ressources pour contribuer à l'effort de guerre. Précédemment, en 2015, une opération similaire avait été initiée sous la transition conduite par le président Michel Kafando. Mais cette opération n'a pas pu faire le bilan des ressources mobilisées et les fonctionnaires fictifs, ajoute-t-il. Quelle que soit la forme que cela peut prendre, qui consiste à vérifier les présences réelles et effectivement à supprimer les postes fictifs. Éviter que des agents touchent indûment un salaire là est une bonne opération. Une mesure qui vise en fait à éviter de payer des salaires à des agents fictifs. Et nous pensons que ça peut être une des niches fiscales qui pourra permettre de financer l'économie et l'effort de guerre. Bon, en dehors de cela, peut-être que c'était à lui d'aller jusqu'au bout de ses idées. On allait comprendre comment effectivement une opération qui consiste à vérifier les présences des agents pourrait contribuer à la lutte contre le terrorisme. Le secrétaire général adjoint de la CGTB suggère que cette opération devrait aller au bout, à l'issue de laquelle un point doit être fait à l'ensemble du peuple. Cette opération de contrôle de présence du service fait et les éléments de rémunération des agents publics a été lancée ce 20 février. Elle concerne 14 institutions de l'État et couvre toutes les 13 régions du Burkina Faso. Le 14 février dernier, le ministre en charge des Mines, Simon-Pierre Boussim, procédait pour nécessité publique à la signature d'un arrêté portant réquisition de 500 kg d'or des sociétés minières Semafo et Bissagold, une situation prévue par le code minier mais qui aurait pu être évitée selon Jonas Hien, secrétaire exécutif de l'ONG ORCAD, Organisation pour le renforcement des capacités de développement. Il explique que l'État aurait dû constituer une réserve d'or pour répondre à des besoins nationaux. Abdourahmane. La réquisition par l'État de 500 kg d'or des sociétés Semafo et Bissagold est une situation prévue par le code minier selon Jonas Hien, secrétaire exécutif de l'ONG ORCAD, Organisation pour le renforcement des capacités de développement. Il explique que cette situation pouvait être évitée si l'État avait mis en œuvre les suggestions des sociétés civiles invitant l'État à se constituer une réserve d'or. Pour Jonas Hien, il est inadmissible qu'un pays producteur d'or ne dispose pas de réserve. Pendant le temps de partage des dividendes, au lieu que ce soit de la liquidité qu'on remet à l'État, on peut convenir dans les tests qu'on lui donne une certaine quantité d'or en lieu et place de la liquidité. Ce qui aurait permis en tout cas au Burkina Faso d'avoir ou de constituer une certaine réserve d'or. Parmi les sociétés qui sont concernées par cette réquisition, l'on trouve une société à capital français. Jonas Hien craint que la situation soit mal interprétée au regard de la montée de sentiments anti-politiques françaises au Burkina Faso. Comme aujourd'hui ça ne va pas fort avec la France, c'est pourquoi nous sommes en train de nous attaquer aux intérêts français. Ce qui n'est pas vrai. C'est une façon de dire, si les gens interprètent les choses de cette façon, ça veut dire qu'on veut déplacer le débat. On ne voit pas ce que le code minier a prévu. Ce n'est pas de la force.
Il y a une disposition légale qui est prévue en la matière. Mais comme la situation est aujourd'hui là, des gens peuvent être amenés à exagérer. Jonas Ien soutient que cette situation, bien qu'étant prévue par le code minier, doit servir de leçon. Tous les textes législatifs et réglementaires dans le secteur minier doivent être révisés dans l'intérêt du Burkina Faso. Et la réserve d'or, comme je l'ai indiqué, pour un pays en tout cas, indique que c'est un pays fiable au plan économique, c'est un pays solvable. À tout moment, vous pouvez utiliser l'or pour des transactions ou les vendre pour des opérations bien précises. Il est temps qu'on repense la gouvernance du secteur minier. Le secteur minier, faut-il le rappeler, participe à plus de 10% au produit intérieur brut. L'or représente 71% des recettes d'exportation, mais le secrétaire exécutif déplore la gouvernance du secteur qui ne permet pas au Burkina Faso de tirer grand profit de ses ressources aurifères. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a décidé le samedi 19 février du maintien des sanctions qui pèsent sur le Burkina Faso, le Mali et la Guinée depuis l'arrivée des militaires au pouvoir dans ces pays. Une décision jugée incompréhensible et grave par Maître Herman Yamiogo, président du parti Union nationale pour la démocratie et le développement UNDD, qui estime que l'organisation devrait faire montre de solidarité à l'égard des 3 pays en transition. La décision du maintien des sanctions intervient alors que les 3 pays avaient conjointement demandé le 10 février dernier la levée de ces sanctions. Maxime Chandambara. La décision de la CEDEAO de maintenir les sanctions qui pèsent sur les 3 pays en transition, notamment le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, n'honore pas le chef d'État de l'organisation sous-régionale, estime Maître Herman Yamiogo. À l'image de l'Ukraine qui bénéficie du soutien de la communauté internationale, la CEDEAO devrait, selon le président du parti Union nationale pour la démocratie et le développement UNDD, faire montre de solidarité envers ces pays. Le maintien des sanctions est donc incompréhensible pour lui, d'autant plus que l'Union africaine annonce la tenue d'une réunion pour décider d'une éventuelle levée de la suspension de ces pays. La CEDEAO manque à un devoir de solidarité. Les chefs d'État qui s'y retrouvent, au lieu de voir comment faire pour venir en aide aux populations qui meurent, qui souffrent, qui sont en divagation dans leur propre pays, au lieu de voir comment aider les enfants, qu'est-ce qu'on fait? On prend des sanctions pour aggraver leur situation. On prend des sanctions pour empêcher les chefs d'État de lutter pour sauver leur pays et leur population. C'est un avocat visiblement remonté donc contre les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour Maître Yamiogo, les peuples de la CEDEAO doivent se mobiliser contre les chefs d'État de l'organisation sous-régionale qui ne jouent pas leur rôle. Au jour d'aujourd'hui, je pense que le président le plus connu de cet espace-là gagnerait en notoriété s'il s'investissait dans cette lutte pour la sauvegarde des pays qui sont rongés par le terrorisme. Demain, l'histoire leur sera gré d'avoir fait ce travail et de se contenter de travailler pour leur propre pays uniquement ou pour les intérêts étrangers. La punition infligée aux chefs d'État des pays en transition, loin de les affaiblir, ne fait qu'accroître leur cote de popularité, selon le président de l'UNDD. Pire, les sanctions retardent les transitions et donc le retour à l'ordre constitutionnel dans ces pays. Mais il y a déjà aujourd'hui peut-être qui ne sont pas d'accord avec le président Ibé, mais qui sont contre les sanctions de la CEDEAO. Et que pour cela, nous demanderons d'être fermes, de ne pas courber les chines et de travailler à préserver l'indépendance, la dignité de Burkina Faso. Peut-être que par ces sanctions, sa base de soutien sera plus élargie. Il y a ça aussi qu'il faut voir. Par ailleurs, en les empêchant de sortir et de travailler pour accélérer leur travail, pour faire avancer naturellement, normalement la transition, ils retardent la transition et partant, retardent aussi le retour à une vie démocratique normale. Maître Herman Yamiogo salue par ailleurs l'idée de fédération du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée qui, pour lui, pourrait être la voie pour parvenir à la fédération africaine.
En rappel, les 3 pays avaient été suspendus par la CEDEAO après les différents coups d'État en 2020, 2021 et 2022. C'est en marge du sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba le samedi 19 février dernier que la CEDEAO a décidé de maintenir les sanctions existantes contre les 3 pays et d'imposer des interdictions de voyage aux membres du gouvernement et d'autres représentants du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. La 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, aura pour sponsor national la LONABé. Et pour le matérialiser, c'est un chèque d'une valeur de 50 millions de francs CFA que la LONABé apporte comme soutien à l'organisation de la 28e édition de la Biennale de la fête du cinéma africain. Retour ce soir sur l'acte marquant l'accord de ce sponsoring avec Amadou Bourema dans cet élément commenté par Alexis Belemnaba. La nationale des Jeux du hasard a remis symboliquement un chèque de 50 millions de francs CFA à la délégation générale du FESPACO. La loterie nationale burkinabé, l'ONABé, à l'instar des éditions précédentes, a décidé d'accompagner la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou en devenant le sponsor national majeur. Selon Ibrahim Ben Harouna Zarani, directeur général de la LONABé, sa structure, à travers cette somme, veut apporter sa contribution dans l'organisation de ce grand rendez-vous du cinéma africain. L'accord de sponsoring permet donc à la LONABé de mener des actions promotionnelles pour soutenir les produits, d'améliorer sa visibilité et élargir le portefeuille des clients à travers les animations ventes au niveau des sites d'exposition du FESPACO. Nous l'avons dit, c'est surtout la contrepartie, la visibilité que nous recherchons dans le cadre donc de cette contribution et également qu'on puisse donc mieux gérer cette somme-là et pouvoir donc nous rendre compte à la fin donc de l'édition. L'accord de sponsoring prévoit donc une disposition qui permet donc au FESPACO de nous retourner l'ensemble des pièces éducatives donc, concernant donc l'utilisation de cette somme-là. Pour le directeur général du FESPACO, Moussa Alex Sawadogo, c'est une somme conséquente dans la mobilisation des ressources financières pour l'organisation de l'édition 2023 de la fête du cinéma africain. Il n'a donc pas manqué de traduire ses remerciements à la LONABé. Pour lui, ce sponsoring permettra une large diffusion du FESPACO. L'AB est un des grands partenaires fidèles du FESPACO depuis très longtemps. Et vous savez que cette année, le FESPACO va se tenir dans une situation très difficile, dont la délégation a besoin de moyens financiers, techniques, pour pouvoir, amener à bout dans de très bonnes conditions cet événement-là. Les 50 millions, c'est une somme qui est énorme et nous allons aussi justement l'utiliser aussi dans la communication, afin de pouvoir permettre, comme a dit le directeur général de la LONABé, pour la visibilité de son entreprise. Pour nous, c'est important justement de faire de telle sorte que toutes les communications du FESPACO ne soient pas vues qu'au niveau de Ouaga, qu'elles partent aussi au-delà de Ouaga, parce que nous avons une population qui ne pourrait pas être à Ouaga, qui veut aussi justement suivre le FESPACO par autre moyen. En plus de cet apport en numéraire, la nationale des Jeux du hasard décerne à chaque édition du FESPACO un prix spécial au meilleur court-métrage qui traite de son domaine de prédilection. Pour rappel, la 28e édition du FESPACO se tient du 25 février au 4 mars 2023 autour du thème Cinéma d'Afrique et culture de la paix. Football, difficile d'enchaîner les victoires pour le Majestic SC. Les académiciens de Sapone s'en sont rendus compte ce dimanche à l'occasion de la 21e journée de la Ligue 1. Victorieux par le score de 5-1 face à la SEC une semaine plus tôt, les hommes du coach Sanogo Di Falcao n'ont pu bonifier cette probante victoire en tombant à Bobo Dioulasso face à Raimo dans les ultimes moments du temps réglementaire. John Williamson d'Image et commentaires. Le choc des académiciens, Raimo et Majestic en faveur des enfants de Bama. Dans cette rencontre au sommet de la 21e journée de Ligue 1, le Raimo et le Majestic ont offert au public du stade Oubi une rencontre de belle facture. Le premier acte est animé par des actions de part et d'autre. À chaque tentative des poulains de Bramazongo, réaction de ceux de Moussa Sanogo Di Falcao. Malgré ces occasions, aucun but n'est inscrit au cours de la première période. En seconde partie, les deux formations remettent le couvert. Les descentes d'un camp à l'autre se multiplient, mais avec un léger avantage pour le Majestic. Pourtant, c'est dans le meilleur de sa forme que le Majestic voit la rencontre lui filer entre les doigts. Suite à un maniement de balle dans la surface du Majestic, Raimo obtient un penalty.
Stoppé dans un premier temps par le dernier rempart du Majestic, ce pénalty sera retiré et transformé par Ibrahim Adia qui était à la 87e. Un but à 0 pour le Raimo qui l'emporte dans la douleur. Il faut se dire la vérité, ce soir-là ça a été dur, mais parfois quand c'est dur, ce sont les durs qui avancent. Ce soir on arrive à arracher 3 points, c'est très important pour nous. Nous on veut recoller au peloton. C'est un match qui a été très difficile parce que c'était 2 centres. On a vu qu'il y avait de l'engagement, j'avais du jeu parfois. On a senti que les équipes voulaient gagner coûte que coûte. C'était pas un match facile, mais c'est comme ça les championnats. Il faut prendre les points, tant que tu peux prendre les points, il faut les prendre. Parti à Bobo Dioulasso avec des ambitions certaines, Moussa Sanogo Di Falcao se montre quelque peu déçu au terme de la rencontre. Et je pense que Raimo a profité de son temps de jeu. C'est vrai qu'on s'est partagé le temps de jeu. Ils ont marqué au moment où nous jouons plus fort, mais c'est aussi ça le jeu. Ils ont monté beaucoup plus de rythme que nous. Donc on va se mettre au travail en attendant. En tout cas, la prochaine journée, je pense qu'on va tout faire pour répondre le plus rapidement possible. Inconstant en première partie de saison, le Raimo semble nettement mieux depuis la reprise et le retour de Brahma Zongo sur le banc. Après les 3 points acquis face au Majestic, le club fondé par Raimo Drago retrouve une place sur le podium. Pour le Majestic, les résultats ont du mal à s'enchaîner. Le club squatte à la 7e place avec 29 points. Sport toujours, le championnat national de petite catégorie a connu son dénouement final ce dimanche 19 février au stade Sangoulé-la-Mise-à-Nant de Bobo Dioulasso. Débuté courant 2021-2022 sur toute l'étendue du territoire national dans les catégories U15, U17 et U20, c'est finalement en 2023 que la compétition arrive à son apothéose avec le sac de GCR en U15, du Real du Faso en U17 et du FC 600 en U20. Les autres détails avec Assami Tiemtoré. C'est la fin du championnat national 2021-2022. Débuté par les phases régionales en élimination directe, ce championnat national a pris fin par une petite compétition entre les 4 champions régionaux. En U15, on avait AFC Jeusser, Eziz, Ezi et AFA. Après 3 matchs disputés par chacune des équipes, AFC Jeusser est fait champion en remportant tous ces matchs et en totalisant 9 points. Ezi est deuxième avec 3 points. Le coach de Jeusser prend le titre mais déplore le retard accusé. On a abordé le match là comme les autres matchs, puisque notre souci là, c'est pour que les enfants puissent avoir la compétition. C'est ça qui était l'essentiel. Et je peux dire que dans l'ensemble, le bilan n'est pas bien, parce que étant donné qu'il y a des équipes au niveau de la Ligue des Bobos qui ont joué que 3 matchs, alors qu'on parle du championnat national. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'être au dernier tour là, donc ces équipes-là n'ont pas eu de compétition. Donc c'est ça qui fait que nous ne sommes pas satisfaits de la manière d'organiser le championnat de la petite catégorie. Chez les moins de 17 ans, on avait Real du Faso, AFC Jeusser, Nongodo et AFA. Real du Faso domine cette catégorie et s'impose pendant ces 3 rencontres en terminant champion avec 9 points. AFC Jeusser avec 2 victoires est vice-champion avec 6 points. Voilà, vraiment, je suis très content qu'on a pu achever parce que ces enfants aussi voulaient jouer leur période. Actuellement, ceux qui ne vont pas jouer cadet ou junior ou chose, cette année, ils seront obligés de passer en catégorie supérieure. Et là, ce n'est pas intéressant pour eux. Chaque période doit être marquée dans la vie de tout un chacun. Dans la dernière catégorie, chez les U20, AS6, AFAC B, Sigri FC et AFA étaient en compétition. À l'issue des 3 rencontres disputées par chaque équipe, AS6, malgré sa défaite lors de la 3e rencontre face à AFAC B, 1-2, est fait champion et en totalisant 6 points. Avec 5 points, AFAC B est vice-champion. Le match, jouer 3 matchs en 2 jours, c'est pas facile. Les jambes sont lourdes, les enfants ne se retrouvent pas facilement. Mais on espère bien qu'on va repartir et travailler et revenir en force. Ayant assisté à toutes les rencontres sur les différents terrains, le secrétaire exécutif de la Ligue de football des jeunes se dit satisfait de voir la saison s'achever finalement. Bon, à chaud comme ça, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, c'était de tenir le championnat et de tout faire pour finir à bonne date. Et les délais qu'on s'était fixés, nous sommes dans ces délais-là, donc on ne peut qu'être satisfait. Et heureusement, on n'a pas enregistré de blessés, il n'y a pas eu de situation difficile à gérer. Donc quand tu organises une compétition et à la fin, tu te retrouves avec un tel résultat, il y a de quoi être satisfait.
Le président de la Fédération burkinabé de football a quant à lui promis de prendre en compte les suggestions des acteurs pour une meilleure organisation. Toute compétition peut être améliorée et c'est ce qui va se faire. Je crois que le DTN est déjà à la tâche. Nous allons travailler avec la direction des compétitions, la vice-présidente chargée des compétitions pour voir dans quelle mesure on peut apporter des améliorations à ces finales-là. Il y a des propositions qui ont été faites. Nous allons certainement les prendre en compte pour que l'année prochaine, on ait des finales encore plus belles. Il y a eu un retard à l'allumage qui date d'il y a 2-3 ans. Donc il a fallu résorber. Je pense que ça va l'être cette année. Et il y a des difficultés, il y a les problèmes de déplacement. Bref, c'est un ensemble de difficultés qui se sont posées depuis plus de 3-4 ans. Donc il a fallu les amortir au fur et à mesure que nous avancions. Mais je pense qu'enfin on va voir le bout du tunnel et que l'année prochaine, j'espère qu'on pourra rattraper ce retard-là. C'est donc la fin de la saison sportive dans les petites catégories 2021-2022 et rendez-vous est pris pour la nouvelle saison. Et pour terminer ce soir, un nouveau séisme de magnitude 6.4 a frappé le sud de la Turquie. La ville de Hatay a encore été touchée lundi soir après avoir été dévastée par les tremblements de terre du 6 février dernier. Ce nouveau séisme intervient alors que la Turquie, comme le nord de la Syrie, continue de compter ses morts 2 semaines, tout juste après le premier séisme. Le bilan toujours provisoire fait état de 41 000 morts. La Turquie a de nouveau tremblé. Un séisme d'une magnitude de 6,4 a été enregistré lundi soir dans la province de Hatay, déjà dévastée par le tremblement de terre du 6 février. Quelques heures plus tôt, le président turc Recep Tayyip Erdoğan était dans la région. Il avait annoncé la construction de 200 000 logements dans les 11 provinces turques affectées par la catastrophe naturelle. Alors que le nombre de morts a déjà dépassé les 40 000 en Turquie, les efforts pour aider les milliers de personnes déplacées continuent. Ici à Hatay, une église orthodoxe est devenue le symbole de cette solidarité. Biz Müslüman bir cemaatin mensubu olarak geldik ve buradaki kardeşlerimizden erzak yardımında bulunduk. Hatay böyle bir memleket. Yani burada Yahudisiyle, Sünnisiyle, Arabıyla, Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle herkes burada iç içe, Hristiyanıyla herkes burada iç içe yaşıyor. Dans ce camp d'Antakya, un salon de coiffure éphémère apporte un semblant de normalité dans une nouvelle réalité difficile. Fin de ce 20h, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme à toutes et à tous et rendez-vous demain 20h pour un nouveau journal. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous. Bonsoir.